m'appelle Pascal Solière, effectivement, et je suis architecte chez Microsoft France, dans la direction technique et sécurité. Donc je vais parler, en gros, je vais avoir deux parties dans ma présentation, qui, je l'espère, va tenir dans la demi-heure impartie, donc je vérifie l'heure. Une première partie sur une introduction au cloud computing, qu'est-ce que c'est ? En fait, pour qu'on soit d'accord sur la définition et qu'on parle de la même chose. Je m'inspirerai pour cela des travaux de gens qui ont réfléchi au sujet, à savoir le NIST américain et l'université de Berkeley, qui a publié un rapport l'année dernière sur le cloud computing. Et puis dans une deuxième partie, des notions de sécurité dans le cloud. Pareil, je m'appuierai également pas mal sur des choses qui ont déjà été faites par des experts, donc, à savoir la Cloud Security Alliance, la CSA, et une agence européenne qui s'appelle l'ENISA, qui a beaucoup travaillé sur notamment la gestion des risques dans le cloud computing. Donc, qu'est-ce que le cloud computing ? Une façon de voir les choses, c'est de dire que c'est l'étape suivante dans les architectures classiques, dans les architectures d'informatique d'entreprise. On peut voir ça comme la 5e génération d'architecture après, en allant du mainframe au cloud aujourd'hui. Alors on peut également dire, bon, c'est à peu près la même chose que le mainframe, on n'a rien inventé, etc. Donc dans un sens, c'est vrai, dans le sens purement architecture, où on a des serveurs d'un côté et des clients de l'autre, mais au niveau service, on sait bien que la différence est énorme. Donc on a deux références utiles. Donc mis à part les blagues, telles que celle qui est indiquée ici, alors je pense que vous ne voyez absolument rien vu la taille de l'écran, donc je vais zoomer un petit peu. Donc pour traduire, ma fille fume, mon fils est en prison, ma femme et ma petite amie m'ont quitté, est-ce que vous avez un conseil pour moi ? Et la réponse, le cloud. Et en dessous, un bon consultant est toujours sur le pont. Donc je vous rappelle que je suis consultant. Donc avant de me poser des questions, la réponse c'est le cloud. Donc deux références pour la définition du cloud computing auxquelles je vous demanderai de vous référer pour avoir vraiment des détails précis. Le NIST et le rapport qui s'appelle Above the Clouds de Berkeley. Tous les pointeurs et références URL qui seront utiles pour cette présentation sont à la fin du PowerPoint. Donc quand vous pourrez récupérer le fichier, vous aurez tout pour aller creuser ça sur Internet. Donc si on veut définir le cloud dans une phrase, cette phrase-là est pas mal parce que tous les mots de cette phrase ont leur importance. C'est un ensemble de disciplines, technologies et modèles commerciaux. Le mot modèle commercial est assez intéressant et pertinent dans le modèle du cloud. Utilisé pour délivrer des capacités informatiques, donc des capacités au sens large, au sens logiciel, plateforme, matériel, comme service à la demande. Donc dans cette phrase-là, on résume à peu près tout ce dont parle le cloud. Donc si on prend maintenant la définition du NIST, on a 5 caractéristiques que je vais lister, 3 modèles de service et 4 modèles de déploiement. Donc les 5 caractéristiques du NIST sont celles-ci. C'est du self-service, c'est du à la demande, c'est-à-dire que je peux demander un service, par exemple une machine virtuelle, très rapidement et moi-même en tant qu'utilisateur ou en tant qu'entreprise. On dépend d'un accès réseau, donc on suppose qu'on a un accès réseau partout. Donc ça, c'est une supposition assez importante parce que ce n'est pas forcément le cas partout. Et associé à cet accès réseau ubiquitaire, si l'on veut, une possibilité d'accéder à ces services dans le cloud à partir de n'importe quel appareil, n'importe quel type de client. La semaine dernière, il y a une semaine et demie, il y a 10 jours, un grand vendeur d'appareils multimédia a sorti une tablette. Cette tablette-là est potentiellement un très bon client du cloud. Mise en commun des ressources, donc le resource pooling en anglais. Ça, c'est de la mise en commun de ressources de type disque, CPU, etc., etc. L'élasticité rapide. Alors ce terme qui vient de elasticity en anglais n'est pas très joli en français, mais il dit bien ce qu'on veut dire. La raison pour laquelle dans les entreprises ça prend, a priori, le cloud computing, c'est qu'il y a une équation économique très intéressante. Quand vous projetez des besoins en puissance informatique au sens large dans le temps,
En général, le service informatique provisionne du matériel de façon comme un escalier, quoi. On va acheter pour répondre aux besoins pendant un certain temps, puis au bout d'un certain temps, la capacité informatique ne suffit plus, il faut racheter, etc., etc. Donc on est souvent dans un cycle surcapacité, sous-capacité, en termes de besoins informatiques par rapport à l'offre informatique. L'élasticité, c'est de dire que quand j'ai des besoins qui augmentent, j'augmente très rapidement les services que j'achète dans le cloud, et réciproquement, quand mes besoins baissent, je peux baisser mes achats, directement en corrélation avec mes besoins. Et enfin, un service mesuré et une facturation à l'usage, c'est-à-dire que je ne paye que ce que je consomme. Et il y a des systèmes pour mesurer la consommation de façon précise. 3 modèles de services pour le cloud, bien connus également. Donc le software as a service, tel qu'on le connaît depuis les années 90. Par exemple, pour ouvrir une toute petite parenthèse Microsoft, on a racheté Hotmail en 1997. Hotmail était un des premiers, pour nous en tout cas, software as a service, en tant que messagerie. Donc on peut citer aujourd'hui dans l'offre Microsoft BPOS, dans l'offre Google Apps évidemment, Salesforce.com qui est un vétéran du SaaS et donc du cloud computing, qui est une solution de CRM, de gestion des clients, des contacts. Ensuite, deuxième modèle de service, la plateforme as a service, donc, où là on achète en fait une plateforme de développement sur laquelle on va développer des applications. Donc chez Microsoft, il y a Azure. Chez Salesforce, il y a la plateforme force.com. Chez Google, il y a Google App Engine, etc., etc. Et enfin, la troisième offre plus bas niveau qu'on appelle communément IaaS, Infrastructure as a Service. Donc, ça, c'est la définition du NIST. Chez Burton Group, ils introduisent une dichotomie au niveau de IaaS en parlant de software IaaS et hardware IaaS, donc infrastructure logicielle, infrastructure matériel. Par exemple, dans Azure, on a une offre SQL. SQL peut être considéré comme un software IaaS. D'accord ? Par contre, quand Amazon EC2 vous permet d'acheter des machines virtuelles, c'est plutôt du hardware, entre guillemets, puisque c'est des machines virtuelles IaaS. Donc pensez, là, virtual machine virtuelle. La différence entre les 3 modèles, c'est que pour le premier, on n'a rien à faire. Pour les 2 autres suivants, on a à développer des applications. Et dans le troisième, en plus, on a à installer des OS, les configurer, les patcher, les maintenir et installer des applications là-dessus. Les 4 modèles de déploiement classiques, donc le cloud privé. Le cloud privé, c'est quoi ? C'est un data center virtualisé dans vos murs, dans vos locaux. Dans vos locaux, je dis, mais ça peut être également hébergé chez un hébergeur, donc c'est interne ou externe, mais c'est votre propriété. Le cloud de type communautaire, le community cloud, c'est pareil, c'est une infrastructure partagée pour une communauté spécifique, par exemple un État ou un groupe. Interne ou externe, pareil. Le cloud public, donc là c'est ce qu'on connaît le plus généralement, où le cloud, donc l'infrastructure du cloud est louée à n'importe quelle catégorie d'acheteurs, et l'infrastructure reste, et c'est important, propriété du fournisseur. Nos data centers nous appartiennent, et les données qui sont dessus appartiennent aux clients, par exemple. Et enfin, le cloud hybride, évidemment, dès qu'on fait des catégories, il y a également la catégorie supplémentaire qui consiste à mélanger plusieurs catégories. Donc on appelle ça le cloud hybride, où par exemple on va avoir un cloud privé interne qui va être associé à un cloud public ou communautaire. Donc pour résumer cette vue du NIST, un beau schéma, je ne sais pas s'il est lisible, mais c'est les mêmes notions exactement qui sont présentées dans un mode graphique. Donc les 4 modes de déploiement en bas, etc. On peut voir également le cloud computing comme une étape supplémentaire dans un continuum de solutions d'architecture. Si on part du data center traditionnel où on a des machines dans des racks, etc., et chaque machine a un rôle, au data center virtualisé, dans lequel on a des machines virtuelles sur des hyperviseurs,
au cloud privé, où là on aura des machines virtuelles sur des hyperviseurs, mais avec des solutions en plus qui vont masquer l'aspect gestion qui vont automatiser plutôt la gestion des machines virtuelles. Et puis le cloud public, sur lequel on pourra soit avoir de l'IaaS, soit avoir du SaaS, et tout ce dont on vient de parler auparavant. Mais on a donc un continuum dans lequel on a le choix, on a un choix supplémentaire qui est le cloud. Donc je cite maintenant une étude qui a été citée dans un article de ITR Manager très récemment, il me semble que c'est la semaine dernière. Une étude faite par le cabinet Pierre Audouin Consultant, qui parle des vecteurs d'adoption du cloud en France et des freins à l'adoption en France. Donc ce qui est assez intéressant, c'est les premiers chiffres ici. Donc aujourd'hui, le cloud computing en France est très associé à la virtualisation, principalement de serveurs. Donc 92%, 88%. Ça veut dire que, pour l'instant, les entreprises considèrent le cloud comme une solution d'automatisation de la virtualisation. Pilotée par la DSI, 67%, etc. Donc largement orienté vers les clouds privés. Donc aujourd'hui, on va beaucoup plus parler de cloud privé que de cloud public. Un point intéressant également, c'est qu'en termes de SAS, la première fonctionnalité qu'on va externaliser sous forme de SAS, c'est la messagerie. Ça se comprend, hein. Gérer des serveurs de messagerie en interne, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus facile. Ce graphique montre les moteurs d'adoption en France. Donc, qu'est-ce qui fait que les entreprises sont prêtes à adopter des technologies du cloud ? Le premier point, évidemment, il n'y a pas de mystère, c'est la flexibilité liée aux caractéristiques du cloud. Pas de mystère dans ce transparent-là. Le deuxième indique les avantages d'un cloud privé sur un cloud public. Et là, on commence à avoir des notions qui vont nous intéresser du point de vue de sécurité. Le premier, je vais essayer de zoomer. À une forte majorité, les gens indiquent le fait de garder le contrôle de leur IT, de leur informatique, comme la principale raison de passer à un cloud privé et non pas à un cloud public. Et le deuxième point, c'est la maîtrise des données de l'entreprise. Le niveau de sécurité des clouds publics n'est cité qu'à 6%. C'est intéressant, je ne sais pas comment l'interpréter, mais c'est intéressant. Ça veut dire peut-être qu'on n'envisage même pas de passer au cloud public, puisqu'on a déjà décidé de passer au cloud privé, pour garder le contrôle de son IT. Troisième graphique très intéressant, les freins à l'adoption. Donc 44% des gens interrogés dans cette enquête indiquent la sécurité et la confidentialité comme le principal frein à l'adoption du cloud. Donc on imagine qu'on sous-entend cloud public dans ce cas-là. La dépendance du réseau dont je parlais tout à l'heure est citée à 14%. Donc c'est pas négligeable, mais c'est quand même pas très élevé comme frein à l'adoption. Donc concernant la sécurité, d'abord un graphique très intéressant qui a été fait par le Burton Group dans un rapport de juillet 2009 qui indique par des couleurs dont on ne voit absolument pas, si on voit bien la nuance d'orange et de jaune sur l'écran. Donc en vert, ce sont les parties du système d'information, les couches du système d'information dont l'entreprise garde le contrôle. En jaune, ce sont les couches du système d'information pour lesquelles on a un partage du contrôle entre le client et le fournisseur de cloud. Et enfin, en orange, ce sont les couches du système d'information dont c'est le fournisseur qui a le contrôle. Donc c'est un graphique très intéressant parce qu'il vous montre en fait les points qui peuvent poser problème quand on parle par exemple de SAS public complètement à droite. On a un contrôle partagé sur les données et on n'a aucun contrôle sur tout ce qui est en dessous. Applications, stockage, machines virtuelles, etc. Là, on n'a aucun contrôle. Par exemple, à l'autre extrémité, quand on fait de l'informatique purement interne, on a là un contrôle complet sur quasiment toutes les couches du réseau, du système d'information,
sauf peut-être le réseau quand on a du VPN qui passe par l'extérieur. Effectivement, on a des réseaux qui sont externes. Entre les deux, il y a la solution qui vous convient ou qui convient à un client donné, qui n'est pas forcément complètement à droite ni complètement à gauche. D'accord ? Mais c'est ce genre de notion-là qui est importante à avoir en tête quand on va chercher une solution de cloud suite à une demande de réduction des coûts, par exemple. Voilà. Sur quoi on veut garder le contrôle. Garder le contrôle, ça veut dire plus de travail. Et laisser le contrôle, ça veut dire moins cher, mais ça veut dire ne plus avoir le contrôle. D'accord ? Donc les préoccupations classiques dans le cloud qu'on commence à voir apparaître dans tout ce que j'ai indiqué, dans toutes les enquêtes que j'ai indiquées précédemment, c'est est-ce que mes données sont sûres dans le cloud ? Qui peut y avoir accès ? Est-ce qu'elles seront disponibles ? Qu'est-ce qui se passe si j'arrête le contrat ? Ou comment je peux récupérer mes données pour changer de fournisseur ? D'accord ? La conformité aux lois et aux réglementations. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ça sera traité tout à l'heure. Mais c'est un point très important dans la sécurité du cloud. On a quelques avantages en termes de sécurité à utiliser du cloud, mais qui ne sont pas très nombreux. Il faut un peu réfléchir pour trouver des avantages en termes de sécurité, mais ceux-là sont intéressants. Le premier, faire passer des données publiques ou non sensibles vers un cloud externe diminue l'exposition des données internes. C'est comme si vous preniez votre DMZ et que vous la mettiez dans le cloud. Et votre périmètre, vous le fermez en interne. L'homogénéité du cloud est un aspect important également. Quand vous achetez du cloud, vous avez en général des environnements très homogènes. Donc, intéressant pour les audits ou les tests. Des gestions automatisées de la sécurité, ok, et puis des notions de disponibilité qui sont intéressantes puisque tout ce qui est redondance et récupération en cas de désastre est géré par le fournisseur. Par contre, au niveau des défis de la sécurité du cloud, on en a beaucoup plus. Donc évidemment, la dispersion des données et des lois internationales relatives au respect de la vie privée. Donc c'est un point très important du cloud. C'est est-ce que si mes données sont aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe ? Si elles sont en Chine, qu'est-ce qui se passe ? D'accord ? Donc je laisserai ces notions légales à la présentation de tout à l'heure. La gestion de l'isolation est un point important également. C'est couplé à la notion de multilocation. Si dans une machine physique de votre fournisseur cohabitent vos machines virtuelles à vous et les machines virtuelles de quelqu'un qui n'est pas bien intentionné, il peut y avoir des vecteurs d'attaque potentiels, une exposition au risque potentiel sur vos machines virtuelles. Le défi des logs, de la journalisation, puisque plus il y a de machines et moins elles sont chez vous, plus c'est difficile d'avoir des logs. Les problèmes de propriété des données, de contrôle des données, de qualité de service, tous les problèmes techniques liés aux hyperviseurs et à la sécurisation des hyperviseurs, aux vulnérabilités, etc., etc. Évidemment, plus il y a des choses privées dans le cloud, plus ça va attirer les attaquants, les personnes malveillantes. Donc c'est évident qu'il va falloir s'en protéger. La sécurité des OS virtuels, qui va patcher les OS dans le cloud ? Si vous avez 1000 machines virtuelles dans le cloud et que vous en avez le contrôle, ce sera à vous de les patcher. Possibilité d'interruption massive de services, ça c'est évident également. Tous les gros fournisseurs de SAS en ont connu dans le passé. Le chiffrement. Le chiffrement est un aspect très complexe, en tout cas nécessaire pour tout ce qui est protection des données dans le cloud, mais un petit peu complexe à mettre en œuvre. Donc il y a des choses à travailler là-dessus, à ce niveau-là. Qui dit chiffrement, dit gestion des clés. Donc si tout est dans le cloud, où est-ce qu'elles sont mes clés ? Elles sont aussi dans le cloud. Donc comment je les protège ? D'accord ? Chiffrement, ça ne veut pas dire simplement chiffrement des données et les stocker, mais ça veut dire aussi chiffrement des données en transit entre le client et le cloud, mais aussi en transit entre les différentes machines du cloud. Quelques problèmes supplémentaires qui reviennent à peu près au même, à tout ce que j'ai dit auparavant. Donc, je vais passer très vite sur cette slide-là. Je commence à citer quelques normes ici, notamment d'audit. Si je veux résumer donc cet ensemble de risques
auxquels on pense quand on pense au cloud. Donc le premier point, c'est la dispersion des données, le stockage des données à l'étranger, la confidentialité de ces données, etc. La gestion de la conformité aux différentes régulations qui s'appliquent à vos métiers. La multilocation, l'isolation des machines virtuelles entre elles. D'accord, la notion de contrôle, qui contrôle quoi au niveau de la pile de services du système d'information. L'exposition au risque qui est plus élevée quand on est sur Internet. Et la protection des données, donc tout ce qui est chiffrement. Donc maintenant, en ce qui concerne ce que dit le CSA et l'ENISA. Donc le CSA, le Cloud Security Alliance, c'est un groupement qui regroupe beaucoup de fournisseurs de cloud, dont Microsoft en fait partie, les autres grands acteurs comme Amazon et tout ça en font partie également. Donc ils ont publié deux choses pour l'instant. Ils ont publié un guide de conseil de sécurité sur les principaux points d'intérêt qu'ils ont identifiés et un document d'analyse des risques et donc des principales menaces sur le cloud computing qui a été écrit par HP. Donc dans le premier document, ils ont découpé le problème en 13 domaines qui sont indiqués ici. Donc je ne vais pas tous les lister, mais ils sont indiqués ici. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez donc une première section qui est l'architecture du cloud elle-même, une deuxième section qui est très importante, qui est la gouvernance, entre guillemets, du cloud, et c'est là qu'on va voir apparaître tous les risques de type juridique, de conformité, etc. Et une troisième section qui contient les risques plus techniques, donc de l'opération dans le cloud. Concernant le rapport de HP et des principales menaces sur le cloud, j'ai listé ici les 7 points qui sont listés et on retrouve à peu près les mêmes points dont j'ai parlé précédemment. L'utilisation malveillante du cloud, l'interface API non sécurisée, donc dans le cas du platform as a service, les malveillances internes, on n'y pense pas ça, mais les malveillances internes relativement aux fournisseurs de cloud. Si vous avez du personnel non fiable dans le cloud, c'est un risque. Les problèmes dus au partage de technologies, donc tout ce qui est multilocation, donc ça on est d'accord là-dessus. La perte de données, le détournement de comptes ou de services, donc là on est dans la gestion d'identité. Et la non-transparence sur les profils de risque du fournisseur de cloud. L'ENISA a produit un rapport l'année dernière qui est très intéressant, je vous conseille de le regarder. C'est une vraie analyse de risque du cloud computing. Donc il y a 35 risques qui ont été identifiés selon 4 sections qui sont indiquées ici, politique, technique, juridique et non spécifiques au cloud. Parmi ces risques-là, j'ai listé ici les 8 risques les plus élevés selon ce rapport. C'est une autre vue des risques sur le cloud. Donc le premier risque, j'en ai à peine parlé tout à l'heure, c'est l'enfermement dans une solution. Ils considèrent que c'est un des risques les plus élevés de l'utilisation du cloud computing public. Et c'est un risque à prendre en compte au niveau contractuel, évidemment. Qu'est-ce qui se passe si je veux sortir mes données de chez mon fournisseur et les utiliser chez un autre fournisseur? La perte de contrôle, les défis de la conformité, on retombe toujours sur les mêmes problèmes, l'isolation. Tout ce qui est perquisition, saisie, etc. Qu'est-ce qui se passe si, dans le pays qui héberge le data center de mon fournisseur d'accès, il y a une saisie par le gouvernement de mes données? De notre côté, on en discutait avant la présentation, qu'est-ce qui se passe également si on me demande, si les forces de l'ordre de mon pays me demandent, veulent saisir mes données et qu'elles sont dans le cloud. Et imaginons qu'elles soient à l'étranger. Comment ça se passe? Donc les changements de juridiction avec des problèmes de transparence qui ne sont pas toujours clairs et qui doivent être contractualisés de façon détaillée. La protection des données, le réseau, ok. Une petite parenthèse sur la virtualisation. On parle de cloud, on ne parle pas uniquement de virtualisation. C'est vrai que la virtualisation est une brique technique qui sert au cloud computing, mais ce n'est pas que de la virtualisation. Par contre, il y a certains risques propres, inhérents à la virtualisation, qu'on retrouve en plein dans le cloud. L'isolation, la gestion des mises à jour, le réseau, la multilocation, etc.
c'est clair. Il y a également quelques implications techniques. Pour faire vite, je dirais qu'un des points les plus importants, c'est l'avant-dernier, la gestion des identités. En tant que client, si j'ai une gestion d'identité interne à mon entreprise et que j'héberge des logiciels, que j'utilise des logiciels hébergés chez un fournisseur de SaaS, comment je fais le lien entre les deux mondes, entre les deux fournisseurs d'identité? Est-ce que je sais faire de la fédération d'identité? Est-ce que la solution du fournisseur est conforme aux normes? Alors ça peut être SAML, ça peut être autre chose, de fédération d'identité. D'accord? De façon à ce que mon utilisateur qui est authentifié sur son poste n'ait pas à se réauthentifier avec un compte différent chez le fournisseur, dans la solution SAS. Pour terminer, puisque je pense qu'au niveau timing c'est bon, pour terminer, donc il y a quelques avantages, il y a des avantages certains à l'utilisation du cloud, la flexibilité, l'élasticité, etc., c'est clair, et des avantages économiques certains. Il y a des risques juridiques importants. L'importance des contrats doit être soulignée de façon forte. Ce que je peux dire aujourd'hui de nos expériences à nous, en tant que fournisseurs de services dans le cloud chez Microsoft, c'est que la définition des contrats et la négociation des contrats est un point très important. C'est beaucoup de travail. Les risques techniques sont quand même finalement assez classiques. Il n'y a pas grand-chose de nouveau dans les risques techniques. Il y a certains risques qui sont plus mis en avant par le fait qu'on a des ressources sur Internet, mais ce sont des risques techniques assez classiques, quoi. C'est des choses qu'on sait gérer. La fédération d'identité, j'en ai parlé, ce sont des solutions qui existent aujourd'hui. Il faut les mettre en œuvre, quoi. Et enfin, je vous conseille de surveiller les travaux de CSA, du NIST et de l'ENISA, puisque ce sont des travaux en cours. Notamment, donc CSA, la Cloud Security Alliance, est en train de travailler sur un tableau de risques qui vous aide en tant que client potentiel à faire l'analyse des risques vis-à-vis de ce dont vous avez besoin et ce qu'on vous propose comme solution. Voilà, j'en ai terminé. La suite du PowerPoint, ce sont simplement des pointeurs pour vous permettre, quand vous aurez récupéré le fichier, d'aller creuser tout ça par vous-même.